Oui, alors on est avec Audran Le Baron de la Direction du numérique pour l'éducation. Bonjour Audran. Bonjour. Alors on va parler de stratégie, parce qu'à chaque fois qu'on se voit à Educatech Expo, on reparle de stratégie. Cette stratégie, elle avait été écrite il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où la DNE est toujours là et commence à mettre en œuvre certains points de cette stratégie qui a été écrite longuement. On en est où à ce jour sur cette stratégie ? D'abord, je pense ce qu'il faut dire, et ce qui a été d'ailleurs rappelé par l'ensemble des acteurs, collectivités, EdTech, etc., à l'instant en conférence, c'est que cette stratégie, ça a été un énorme progrès en fait, parce que c'est ce qui a permis enfin à l'ensemble des acteurs qui œuvrent pour le numérique éducatif de se mettre d'accord sur vers où on va, c'est quoi notre vision collective, comment on y va, pourquoi on le fait, etc. Donc toutes ces questions-là, elles ont été traitées dans la stratégie, et donc c'est un immense progrès d'avoir ce cap partagé entre l'ensemble des acteurs. Donc ça nous permet de nous mettre en mouvement, et finalement que les énergies ne soient pas dépensées à chacun aller dans sa direction, mais aller dans le même sens et à ramer tous finalement dans le même sens. Donc ça c'est un vrai acquis, et ça le reste aujourd'hui. Après, l'environnement il bouge, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée, l'intelligence artificielle générative notamment qui a complètement Chambouler les choses. Ouais. Voilà, chambouler toutes les choses. Il y a la commission écran aussi qui est arrivée, donc il y a toute cette commission d'experts qui se sont prononcés sur l'usage des écrans chez les enfants, les dangers qu'il peut y avoir, etc. Donc ça aussi ce sont des choses qu'il faut qu'on prenne en compte, et donc en ce moment, et comme l'an dernier, on est sur un rythme annuel, eh bien, on regarde ce qui a changé par rapport à il y a un an, et on voit dans quelle mesure ça doit faire changer certains aspects de la stratégie. Alors c'est pas un chamboule-tout, on garde notre structuration, nos 4 axes stratégiques, simplement on vient par une petite touche chirurgicale amender certains sujets qui le méritent, et donc on travaille alors, notamment sur l'intelligence artificielle générative. Peut-être juste un mot là-dessus. Voilà, comme je disais, maintenant elle est partout, elle est aujourd'hui déjà dans les collèges, dans les lycées. Il y a des statistiques qui circulent lors d'une étude à l'autre. C'est 60, 80, 90% des lycéens qui déjà aujourd'hui utilisent l'IA générative pour les aider dans leurs devoirs, dans leurs apprentissages, etc. Donc l'IA, en fait, elle est déjà là. Maintenant, on manque d'un discours au niveau de l'institution qui dit, notamment aux enseignants, mais à travers eux, aux élèves, aux parents d'élèves, est-ce que j'ai le droit, moi, en tant qu'enseignant, d'utiliser l'IA générative ? Si oui, à quelles conditions ? Quelles sont les lignes rouges à ne pas dépasser ? Voilà, toutes ces questions-là. Il faut que l'institution y apporte des réponses, et je pense qu'on doit le faire en concertation avec justement les enseignants, les élèves eux-mêmes, l'ensemble de la communauté éducative. Donc voilà un peu les ajustements qu'on est en train de réaliser sur la stratégie. Déjà au niveau de l'IA, je sais que ça commence à être écrit. On a vu, il y a Infine qui a eu lieu il n'y a pas de temps, et on a vu qu'il y a eu beaucoup de travaux, que ça avançait vraiment. On n'était pas dans la réflexion, on était vraiment dans l'action. On disait aussi que une stratégie c'est pratique, parce que quand on a un flottement politique qu'on a connu en France depuis 6 mois, ça permet en fait de continuer, donc ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est fait au niveau du cadre technique qui était prévu dans cette stratégie ? Parce que ici on est à Educatech, il y a beaucoup de EdTech qui nous écoutent aussi sur Ludomag. Qu'est-ce qui se fait concrètement sur ce cadre technique ? Alors d'abord, vous avez raison de rappeler que un des grands intérêts dans la période d'avoir une stratégie, c'est cette stabilité sur le cap que l'on poursuit. Et j'insiste quand même sur le fait que ça n'est pas la stratégie du ministère, d'un ou d'une ministre, c'est la stratégie de l'ensemble de l'écosystème du numérique éducatif, y compris les collectivités, les EdTech, toutes les parties prenantes. Et donc ça engage collectivement tous les acteurs à être sur une certaine stabilité en la matière. Pour venir sur votre sujet de la doctrine, ce qu'on appelle la doctrine technique, qui est un élément fort de la stratégie, qui vient quelque part structurer l'offre de services numériques et dire à chaque acteur, public, privé, de dire si vous offrez une ressource, un service numérique sur tel type de fonctionnalité, vous devez mettre à disposition les données par API standardisées de telle ou telle manière, de sorte qu'à la fin, c'est la seule chose qui nous guide, à la fin, l'utilisateur final
son expérience, le parcours utilisateur soit fluide et que quand il y a besoin à un moment donné de mobiliser une donnée pour fluidifier un processus, eh bien, que toutes les connexions soient bien faites pour que ce soit le cas. Donc la doctrine technique, elle est là pour organiser cette interopérabilité qui est nécessaire pour l'expérience utilisateur. Et donc on a travaillé la première année sur déjà bâtir toute cette structure de doctrine technique. La deuxième année, donc cette année, on a mis à jour la doctrine, donc là on est arrivé à un niveau de maturité de la doctrine qui est relativement complète, qui a bâti un référentiel d'interopérabilité, un référentiel de numérique responsable, donc on est maintenant sur un document mature. Maintenant, on est dans un dispositif où chaque année, on va venir là aussi ajuster, enrichir là où ça doit l'être, mais surtout pour accompagner, pour opérationnaliser la doctrine technique, c'est-à-dire concrètement pour faire en sorte que les acteurs qui doivent la mettre en œuvre, les entreprises de l'EdTech, les collectivités, etc., aient les outils concrets pour la mettre en œuvre dans leurs outils, dans leurs plateformes. Alors, on ne peut pas parler de tout, mais nous, on a rencontré Franck qui nous a parlé donc, de l'évolution concrète des communs numériques, qui était prévue aussi dans la stratégie. On peut parler peut-être de formation, puisque y a quand même Pixedu qui a été mis en œuvre. Il y a certains cadres et enseignants qui commencent à passer les tests, entre guillemets. On a Magister 2 aussi qui avance. Oui, alors bon, la formation c'est clé, hein, on l'a dit dans la stratégie, maintenant c'est pas le tout de le dire. Donc je ne dis pas que ça y est, tout est fait et tous les professeurs sont formés au numérique, à l'IA, loin de là. Donc il y a encore beaucoup à faire, mais néanmoins on avance. Vous avez cité effectivement Pix+Edu, donc ça c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que Pix, il est connu déjà de la sphère éducative, parce qu'il est utilisé par tous les élèves à partir dès la 6e maintenant. Donc c'est quelque chose qui est connu, et le Pix+Edu, c'est quelque chose qui vient travailler la compétence numérique pour les enseignants dans leur métier d'enseignant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les compétences numériques standards de tout un chacun, c'est aussi comment j'utilise le numérique dans mon métier d'enseignant. Hein. Donc il y a déjà plusieurs dizaines de milliers d'enseignants qui ont réalisé les parcours Pix+Edu, qui sont rentrés dans le jeu, vous en citiez un à l'instant. Évidemment, on est loin de couvrir 100% des enseignants, mais voilà, maintenant on a une mécanique qui est enclenchée et c'est extrêmement prometteur. On a également la modernisation effectivement de tout notre écosystème de formation hybride. Donc vous avez cité un Magister avec Magister 2, donc une nouvelle plateforme flambant neuve qu'on va ouvrir là dans les prochaines semaines. Au sein de Magister, on a également créé une communauté CREA, avec le IA de l'intelligence artificielle, où en fait on met dans une communauté numérique l'ensemble des enseignants qui sont soit intéressés par l'IA, soit qui ont déjà investi cette question et qui ont commencé à utiliser l'IA dans leur pédagogie. Et donc c'est une communauté où on partage les expériences, on dit ben voilà, moi j'ai fait ça, retour d'expérience, ça m'intéresse. Et donc là il y a une communauté, moi qui suis ça par des notifications, ce qui est extrêmement prolifique. Et donc là il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Également un MOOC, mais qui maintenant a 1 an et demi, je crois, le MOOC AI for Teachers, qui dit en 3-4 heures eh bien, tout ce qu'il faut savoir sur l'IA au service de la pédagogie, quels sont les usages de l'IA, donc pareil, pour se sensibiliser au sujet. Et là aussi, on voit une très grande activité dans les forums du MOOC. On voit à quel point les professeurs échangent sur leurs pratiques. Donc on voit qu'il y a une vraie émulation. Alors on voit que les choses avancent. Je ne peux pas oublier la question qui est évidente, puisqu'on est en période de discussion budgétaire en France en ce moment. Ça tombe très bien, il y a quelques discussions assez houleuses d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale. Le ministère de l'Éducation nationale fait partie de ceux qui sont un peu touchés. Est-ce que le numérique, donc, qui a du mal un peu à avoir une parole, hein, puisque la ministre vient d'arriver, donc elle n'a pas encore travaillé sur qu'est-ce qu'on va faire en termes de numérique, malgré cette stratégie. Est-ce qu'on va être touché ? On voit que le contre-sourd déjà, il est un peu passé à la trappe pour le moment. Quel est l'avis en fait, de la direction du numérique et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Alors nous, évidemment, on œuvre collectivement pour mettre le numérique éducatif sur le devant de la scène, avec toujours un discours qui reste très équilibré. Hein. Donc on ne prétend pas que le numérique va
sauver l'éducation par magie, etc. Donc on est toujours très mesuré là-dessus. Néanmoins, on pense, on est convaincu, et il y a des études qui le montrent, que certains outils utilisés à bon escient, avec la formation qui va avec, eh bien, sont utiles à la pédagogie et donc vont participer à l'élévation du niveau des élèves. Donc ça, on en est convaincu, et il s'agit pas c'est pas une religion, hein, c'est étayé par des faits qui ont été mesurés. Des travaux de recherche même. Avec des travaux de recherche, des études d'impact, etc., qu'on continue de mener systématiquement. Donc ça, plus ça va, plus on mène ces études d'impact parce qu'on voit qu'à un moment donné, dans la décision, ça pèse, et c'est normal, et donc, donc on multiplie cela. Après, évidemment, le contexte global de contraintes budgétaires, on n'y est pas étranger. Tous les ministères sont touchés, les collectivités territoriales également. Donc ça fait effectivement réviser certaines choses, revoir certains programmes, peser les avantages-bénéfices, le coût-bénéfice de chaque dispositif. Et donc, au cas par cas, on regarde comment faire aussi bien avec moins. Évidemment, il y a tous les sujets de mutualisation qui y avait déjà avec les communs numériques, mais qui reviennent beaucoup à la surface, et les collectivités territoriales sont très intéressées par les quelques communs numériques qu'on peut mettre en œuvre, ELEA pour le Moodle national, la classe virtuelle pour la classe à distance. Également, on voit des territoires qui se sont mis ensemble pour bâtir des ENT communs. Je pense à la Bretagne et à la région Pays de la Loire. Donc voilà, tous ces sujets de mutualisation, ils sont évidemment suivis de près, et la DNE évidemment est là pour les faciliter et faire en sorte de passer à l'échelle ces communs numériques. Voilà, effectivement, les temps sont durs, notamment pour le projet de contre-source. Donc on est en train de voir comment, par d'autres moyens, faire que la pérennité promise dans l'usage des ressources numériques pédagogiques des EdTech puisse être maintenue. Donc on travaille là aussi avec un certain nombre d'acteurs pour pivoter, comme on pourrait dire dans une start-up, et faire en sorte que, même si le contre-source n'est plus d'actualité dans l'immédiat pour les raisons financières, eh bien, on puisse trouver d'autres voies et moyens pour garantir cette pérennité dans l'accès aux ressources des EdTech. Merci Audran. Donc on voit que la DNE travaille d'arrache-pied à ce que le numérique éducatif fasse son chemin en France. Et merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci à vous, à bientôt.